Bonjour, je suis Jean Moreau, cofondateur de l'appli anti-gaspi Phoenix et expert de l'économie circulaire. Le commerce va être amené à muter, il est déjà en train de muter. On a changé d'époque, on n'est plus tellement dans l'ère de l'abondance, de l'achat un peu frénétique, où on s'exprime par l'achat, par la possession. Et on rejette un peu aussi de plus en plus le neuf, le suremballage. Donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui ne va pas changer. Ça a été ancré et le point de bascule est en train de se faire. D'un point de vue sociétal, je pense que le commerce traditionnel physique a encore de beaux jours devant lui. Les marketplaces, elles ont pris une place centrale dans l'économie circulaire. Donc je ne vais pas citer de nom, mais il y a des pratiques qu'on a tous en tête sur la seconde main dans l'habillement, le textile, dans la téléphonie mobile, les ordinateurs d'occasion. Il y a des choses qui sont devenues des réflexes, des standards. Ça faisait longtemps que c'était le cas déjà dans la voiture, par exemple. On a depuis longtemps acheté des voitures d'occasion. Et ça se généralise à plein d'objets du quotidien. C'est plus qu'un mouvement générationnel, parce qu'évidemment les nouvelles générations font beaucoup d'occasions, mais pas que, mais les moins jeunes aussi, y compris à Noël maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de cadeaux de seconde main, d'occasion. Voilà, ça c'est plein d'exemples qui font qu'à mon avis on a une tendance de fond, il y a des planètes qui s'alignent, et le rôle des marketplaces là-dedans ça a été un rôle de catalyseur digital, technique. Elles ont fourni un socle pour diffuser l'information, acheter de manière fluide, revendre de manière fluide en quelques clics. Là où avant on était dans l'ère du vide-grenier, de la solderie, de la friperie. Donc ouais, on a passé une étape et maintenant on peut faire ça depuis son canapé en quelques clics, en quelques photos. La deuxième chose, c'est qu'elle joue un rôle de tiers de confiance en apportant une marque, parfois une vérification d'authenticité sur un produit ou de qualité du produit de seconde main, parfois aussi en sécurisant le paiement. Donc cette logique-là de tiers de confiance, elle est importante parce qu'il y a pas mal de peur aussi de l'arnaque. Et la troisième chose, c'est qu'elles ont rendu, je pense que là il faut leur rendre hommage, c'est qu'elles ont rendu cet acte presque sexy, cool. Quand on a lancé Phoenix il y a 12 ans, acheter de la seconde main, de l'invendu, de la fin de gamme, de l'occasion, du produit en fin de vie, c'était un peu stigmatisant. C'était un truc d'entrée de gamme, c'était un truc de pouvoir d'achat, très axé consommation, un peu radine, quoi, bon plan. Et depuis, c'est devenu presque une tendance de fond où les gens sont fiers. C'est un acte de consommation dont on a envie de parler, on fait que de l'occasion, que de la seconde main. Donc je pense que voilà, ils ont réussi à transformer la perception et de rendre quelque chose d'un peu vieillissant et quelque chose de sympa et désirable. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi on a encore des freins sur l'émergence de ces marketplaces circulaires? Je pense qu'il y a toute une série de raisons. Bon, déjà, ça va vite quand même, hein. C'est des acteurs qui n'existaient pas il y a 10-12 ans, ils ont pris une place centrale dans nos vies, c'est des apps qu'on utilise tous les jours maintenant pour beaucoup d'entre elles, donc il ne faut pas minimiser ça. Maintenant, pourquoi ça ne va pas plus vite? Parce que l'expérience utilisateur est encore un peu compliquée. Il y a une fragmentation d'acteurs, il y a plein d'acteurs différents, parfois il faut faire du multipost pour être sûr que son produit va être vendu. Il faut mettre sur la plateforme 1, puis sur la plateforme 2, la plateforme 3. Il faut suivre après les achats, les offres, les envois, etc. Deuxième chose, il y a toujours le déficit de confiance. Donc, même si j'ai dit que ces marketplaces précisément agissaient comme un tiers de confiance, il y a encore la peur de l'arnaque, du faux compte, du colis qui disparaît ou du mauvais envoi, etc. Troisième chose, ça reste compliqué après, une fois qu'on a reçu un produit, de faire du SAV, de la réparation. C'est plus simple d'aller en magasin, au comptoir où on l'a acheté avec le bon d'achat ou le ticket de caisse et dire voilà, il est cassé, vous me le remplacez, oui, bah, la taille ne va pas. Toujours plus pénible quand on l'a acheté en ligne à un particulier de le renvoyer, etc. Et après, je pense qu'il y a des choses plus philosophiques, plus culturelles, plus profondes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tendance qui est de dire est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? À savoir que par exemple sur des plateformes de seconde main d'habillement, est-ce que ça a du sens de faire traverser un t-shirt à la France, qui part de Perpignan pour aller jusqu'à Quimper? Presque en fait l'impact carbone du transport est pire que l'impact carbone de la production du t-shirt en question. Donc parfois, il y a ce problème-là. Deuxième chose qu'on peut reprocher dans les milieux un peu experts, c'est que quelque part, la multiplication de ces plateformes d'occasion, ça donne de la liquidité, c'est-à-dire que ça pousse au réachat. C'est-à-dire que j'achète un truc, j'achète un objet, j'achète un habit, j'achète un ordinateur, un téléphone, et je sais que je vais le revendre à un prix correct, de manière facile. Donc, mine de rien, je ne suis pas certain que la seconde main vienne réduire mécaniquement les volumes de la première main. Je pense parfois qu'au contraire, il y a un effet pervers, un effet rebond, comme on dit. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut surveiller et vérifier. Comment tout ça va évoluer? Je n'ai pas de boule de cristal, mais vu de ma fenêtre, je prévois 3 tendances. La première, c'est une évolution de l'offre sur ces marketplaces. Pas simplement de la mise en relation et de la transaction, mais je pense que ce qui aurait du sens et ce qui est en train d'être prévu par ces acteurs-là, c'est de rajouter des briques de service. Donc il y a évidemment l'achat de seconde main,
mais il pourrait y avoir la réparation, il pourrait y avoir la remise en état, il pourrait y avoir le remplacement. Donc je pense qu'ils vont étendre leur offre pour encadrer l'achat de seconde main. La deuxième chose que je vois, c'est qu'on va avoir aussi une montée en gamme, une montée en premiumisation des marketplaces de seconde main. Pour l'instant, ça concerne beaucoup de petits articles de mode, de petits articles de fast fashion, d'articles d'électronique, ça vaut un peu plus cher, mais de petits objets, etc. Mais je pense que ça va monter sur des antiquités, sur parfois même de l'art, ou en tout cas des produits d'ameublement, et probablement après des produits de marque. Donc ça va monter en puissance, monter en gamme, pardon. La troisième chose qu'on voit venir, c'est l'IA au service de ces marketplaces pour faire deux choses, à mon avis. Un, l'automatisation de la retouche des photos et l'assistance à rédiger une offre, rédiger une description, faire du multiposting. Ça veut dire qu'en un clic, je poste sur plateforme A, plateforme B, plateforme C, plateforme D. Je n'ai pas à m'embêter à faire 10 fois le process. Ça va être fait par un agent IA. Et même chose, l'IA peut aider sur la curation. Le problème de ces marketplaces, c'est qu'il y a beaucoup de curation. Ça veut dire retrouver la bonne offre en face de ma recherche. Dans l'immobilier, on connaît comment ça marche, mais dans les marketplaces circulaires, il y a beaucoup d'offres. Et parfois, on se perd à scroller pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 pages. Et je pense qu'avec l'IA, en faisant une recherche précise, un prompt précis, on pourra avoir vraiment les 5 t-shirts qui nous intéressent, les 5 paires de chaussures qu'on veut. Et ça va être pas mal game changer, comme on dit en anglais. Et dernière chose qui est appelée à changer, c'est un peu technique, mais c'est quelque chose qu'on appelle le DPP. Donc c'est le passeport produit numérique, qui va permettre la traçabilité. C'est-à-dire que chaque produit aura, comme dans la blockchain, une forme de code unique qui pourra permettre de tracer le produit, savoir combien de vies il a eu, combien de fois il a été vendu, racheté, vendu, racheté. Ça va être intéressant ça de pouvoir suivre, tracer les produits dans la durée. Et alors si on va spécifiquement sur le sujet du gaspillage alimentaire, qu'on connaît bien chez Phoenix, moi ce que je vois c'est que on va passer progressivement dans les années qui viennent de solutions qu'on appelle curatives, c'est-à-dire des solutions aval. On est plusieurs à avoir développé des bons médicaments contre le gaspillage, donc soit des applis anti-gaspi comme la nôtre ou celle de nos concurrents, pour les consommateurs, pour qu'ils puissent racheter à prix cassé des invendus autour de chez eux, soit des plateformes de dons aux assos caritatives, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Emmaüs, ça tourne bien. Mais ça ne reste, si on est lucide, que des filets de sécurité. C'est-à-dire qu'on est bon pour replacer les volumes, les palettes, le gaspillage une fois qu'il est constaté. Et je pense que le sens de l'histoire, c'est de remonter à la source et réduire le gaspillage vraiment à la sortie du robinet. Faire en sorte que les magasins n'aient plus d'invendus, qu'on produise de manière conforme à la demande et qu'on réduise les surstocks. Comment toutes ces évolutions vont venir impacter les métiers qu'on connaît dans la distribution quand on a les pieds sur le carrelage en magasin, en point de vente. La première chose, et je le vois dans plein de magasins, notamment des gros magasins, des grosses enseignes de textile, habillement, mais pas uniquement, il va falloir apprendre à gérer du multiflux et du multimarque. Les enseignes vont avoir évidemment des rayons pour le neuf, et puis de plus en plus il y a des rayons d'occasion, dans lesquels il n'y a pas que la marque du distributeur en question, il y a d'autres marques. Et donc les directeurs de magasins, les directrices de magasins, les chefs de rayon vont devoir apprendre à gérer plusieurs flux, plusieurs marques, des retours clients, de la seconde main, échanger contre des bons d'achat pour du neuf. Il y a une complexité quand même qui va être plus grande sur le terrain pour optimiser tous ces flux. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des experts aussi de diagnostic à distance, via l'IA, mais pas que. Quand on va avoir un produit qui va être abîmé, cassé, en panne, on va plus forcément à chaque fois se déplacer et envoyer un technicien. Je pense qu'avec quelques photos, une vidéo bien faite et quelques éléments d'explication, on va pouvoir avoir un premier autodiagnostic on va pouvoir avoir un premier autodiag par un outil d'IA, complété par une intervention en vidéo d'un technicien à distance. Donc on va gagner aussi beaucoup de temps de déplacement, de diagnostic, de pré-diagnostic, et on saura dire si le produit est fini, il faut le jeter. Deuxièmement, il est réparable et ça vaut le coup, la réparation est moins chère que le rachat d'occasion. 3, est-ce qu'il faut racheter parce que la réparation va coûter trop cher? Si on rachète, c'est du neuf ou de l'occasion. Donc toute cette séquence-là, je pense qu'elle est optimisable et automatisable facilement. Et la dernière chose, c'est que l'autre métier qui va, à mon avis, prendre de l'ampleur, c'est la gestion des data, première main, seconde main, data circulaire, aider les marques, les distributeurs à mieux anticiper, mieux gérer les allers, les retours, les flux, et donc savoir qu'est-ce qu'il faut bien racheter, qu'est-ce qu'il faut doser entre ce qui va revenir, ce qui repart, gérer cette complexité, et peut-être aussi que les marques et les distributeurs reprennent la main sur les volumes de seconde main, qui aujourd'hui leur échappent parce qu'ils partent par des plateformes qu'ils ne maîtrisent pas. Donc voilà, je pense que la seconde main va devenir un vrai enjeu. Pour l'instant, c'était un petit sujet un peu nice to have, mais ça revient au cœur du business, au cœur du réacteur, et ça devient vraiment un sujet must have. On doit s'en occuper, c'est central.
et c'est l'avenir de la consommation. Les métiers de la réparation vont changer parce que déjà le métier va être un peu moins un métier de terrain, un peu moins un métier de pénibilité, mais on va pouvoir faire ça dans des conditions plus confortables, souvent à distance, souvent en visio, assisté par un agent IA qui va aider à faire un pré-diagnostic, donc pré-mâcher le travail. Donc probablement qu'on va gagner en confort, en productivité. Je pense qu'aussi ces métiers vont évoluer d'un métier de pur technicien, de niche, vers un métier plus de conseiller de vente et même de conseiller de cycle de vie du produit. Le technicien aura à la fois l'expertise, la légitimité pour dire c'est réparable, c'est pas réparable, et par rebond de dire à son client, à sa cliente, je vous propose de le remplacer, je vous propose ce produit-là, et en fait je l'ai en occasion, donc ça vaut le coup pour vous. Donc voilà, ce sera je pense une expertise plus grande, plus transverse, de réparateur et conseiller de vente, voire conseiller en cycle de vie global du produit, et pas juste je vends un produit sur une promo au Black Friday, un peu de façon un peu bourrine, mais d'avoir une approche plus extensive, plus intelligente de la vente, dans l'intérêt du client aussi, et pas juste faire du push, pousser des produits avec une obsolescence programmée. Ça, je pense que c'est le modèle des années 90-2000, 2010, mais que voilà, le technicien va devenir un vrai conseiller réparation, revente, occasion et maximisation du cycle de vie du produit. Et je pense que c'est super et assez intéressant. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut dire que le cap est atteint.